De toute façon, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de greenwashing dans tous les sens. On a tellement de savoir-faire en France. Et là, t'as un spot qui dit, qui te propose rien, qui te propose juste de pas acheter. Ouais. La question qui se sont posées, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une activité économique en accord avec les limites planétaires. Il y a des champions de ski qui commencent à dire est-ce que c'est tenable encore de faire des championnats alors qu'on va chercher de la neige ici pour la mettre là. Il y a eu toute une époque où c'est vrai que je me suis dit c'est incroyable, là, les 3-5 premières années, en termes d'empreinte écologique, c'est monstrueux. Nike, dans les années 90, ils faisaient faire des ballons par des enfants. Ça, ils en ont énormément souffert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stratégie Climat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 nouveaux invités qui sont venus de loin pour certains. Donc, sans plus attendre, donc j'accueille Yoann Lafont. Salut. Qui va se présenter son activité d'entrepreneur à impact. Clémence Michel. Bonjour. Qui va nous parler de rivage et de son engagement pour la biodiversité. C'est un sujet auquel on parle assez peu et je pense qu'il est quand même clé. Et Sophie Frachon. C'est ça. Qui du coup travaille dans l'univers du textile, mais pas forcément côté client, mais plutôt pour accompagner les industriels du textile. Tout à fait. Super. Et ben sans plus attendre, Yoann, c'est à toi, parce que t'es à côté de moi. L'idée c'est que tu nous pitches un peu ce que tu fais. Alors peut-être en 2 mots d'où tu viens, parce que je sais que t'as aussi un petit passé, t'as une autre vie avant, et puis t'as basculé vers l'entrepreneuriat. Ouais, alors du coup, moi je viens de Rodez, je suis aveyronais, assez fier de l'être d'ailleurs. Et du coup, j'habite à Toulouse maintenant. Et je suis entrepreneur dans l'impact, multi-entrepreneur dans l'impact, parce que je travaille pour un startup studio. Je suis associé dans un startup studio qui s'appelle Jumanji. Comme le jeu. Voilà, exactement, Okay. Comme le jeu. Ouais. Et voilà, et on développe des startups qui veulent créer un avenir qui est sobre et désirable. Ok. Et voilà, je vous parlerai un peu après de Gaia Connect. Bon, comment on peut y aller direct. On peut y aller Okay. direct. On est là pour ça, parce que du coup, le Jumanji, ça a combien de temps? Jumanji, ça a 5 ans. 5 ans. Moi, je les ai rejoints il y a 1 an. Ok. Avant, du coup, je venais du milieu de l'aéronautique. Je sais que tu as eu Bruno dans Ouais. un autre épisode avant. Et du coup, ouais, je les ai rejoints il y a 1 an. Ok. Et voilà. Et on a lancé Gaia Connect à la même période à peu près il y a 1 an. Donc, avant de faire un zoom sur Gaia Connect, il y a eu combien de projets qui sont sortis de Jumanji en 5 ans? Il y en a 6 ou 7. Alors, Ok. je veux pas dévouer les chiffres parce que Ok. moi, j'étais pas là au premier Jumanji. Il y a eu Oui, plusieurs Jumanji, mais du coup, il y en a eu environ 7, ouais. Ok. Donc, c'est quand même assez... il y a eu pas mal de projets qui sont sortis de là. Ouais. Et donc, du coup, juste avant de faire un focus sur Gaia Connect, encore une fois, donc l'aéronautique, combien de temps? 10 ans. 10 ans d'aéronautique. 10 ans. Qu'est-ce que tu faisais dans l'aéronautique? Du coup, d'abord, j'ai fait, ça va peut-être pas être accepté dans ce podcast, mais j'ai été vendeur d'avions. Ok. Je vendais des avions. Pas mal. Non, pas mal. Non, mais je trouve que la reconversion est belle quand même, parce que tu viens et encore une fois, on n'est pas contre les avions. C'est moi sûr. j'étais d'accord avec ce que disait Bruno la dernière fois. Il disait on consomme de l'avion, on ne l'utilise pas. Et je trouvais que tu vois, c'est une punchline que je trouvais ça intéressante, parce que l'idée c'est pas de mettre tous les avions par terre, c'est de dire comment est-ce qu'on l'utilise. Donc vendre des avions, il y aura toujours des gens qui vont vendre des avions. Non, carrément. Et c'est comme on le fait, quoi. Et carrément. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Bruno. C'est à l'époque, donc du coup, je vendais des avions pour Airbus. Enfin, j'étais dans la négociation d'avions. Ouais. Et en même temps, je montais une boîte qui était dans la mode éthique et durable. Donc, ce serait intéressant qu'on en discute. Ah oui. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Je fais 2 choses qui sont complètement opposées. Ouais. D'un côté, je veux faire tout ce qui est au niveau millimétré dans ma boîte pour que ce soit parfait, que les engagements soient au top. Et à côté, je vendais des avions. Donc du coup, c'est là où vraiment je commençais à me poser des questions et j'ai rejoint le startup studio d'Airbus, qui s'appelait le BizLab à l'époque. Et c'était cool parce que là, tout s'est aligné. Il y a eu 1 ou 2 ans où j'ai participé parce que je venais juste d'arriver. Et après, je suis devenu responsable du BizLab, donc du startup studio d'Airbus pendant 3 ans après. Ok. Et là, l'objectif qu'on avait mis en place avec les équipes, c'était vraiment de développer 100% des projets dans le domaine de l'environnement pour réduire l'empreinte carbone, pas l'empreinte carbone, mais l'empreinte des produits d'Airbus sur L'empreinte écologique au global, quoi. Exactement. Soit Ok. sur des projets d'énergie Et ça, verte. c'était de l'intrapreneuriat. C'était à la fois de l'intrapreneuriat et on travaillait aussi avec les startups. Donc on avait un peu les 2 D'accord, volets. ok, On ok. montait des boîtes, on montait des startups internes, donc l'intrapreneuriat, et on faisait venir des projets de l'extérieur avec des startups, quoi.
Et donc au bout d'un moment, tu shifts et tu te dis bon, il faut que je vole de mes propres ailes et que je fasse mes propres projets, quoi. Ouais, voilà, on a fait beaucoup de choses et c'était vraiment très cool parce qu'on avait vraiment l'impression d'influencer sur, on va dire, de manière humble, sur un peu les décisions qui étaient prises. On était assez près du board et le board suivait. En tout cas, il était dans notre direction. Et il y a eu le Covid qui a tout cassé. Oui. Et il a fallu faire business as usual, repartir sur vraiment faire des avions et les vendre. Et après tout le reste, c'était moins important. En tout cas, moi, comment je l'ai ressenti. D'accord, ok. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, ça se fera sans moi. Du coup, ils ont continué sans moi, hein, mais. Oui, on le voit. Et ok, et donc tu pars, donc Jumanji. Et alors, on a beaucoup parlé là de Gaia Connect. Qu'est-ce que Gaia Connect? Ok, Gaia Connect. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient dans une situation de mal-être au travail, malgré une situation confortable et un salaire souvent qui était correct. Et d'ailleurs, à Airbus, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens. Avec Bruno, on avait créé un groupe, les Greeners. D'ailleurs, je fais une petite dédicace, où à la base, on était 5 avec Bruno. Ouais. Et après, à la fin, on était 500. Et on voyait qu'il y avait de plus en plus de gens Ah oui, 500. qui étaient vraiment intéressés par ce sujet et ça devenait central pour eux. Et du coup, nous, on est partis. Donc, le groupe continue. Ok. Donc, ça, c'est très cool. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte. Et en fait, Jumanji, mes associés de Jumanji, avaient un petit peu la même intuition. Et du coup, c'est en échangeant avec tous ces gens qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de mal-être au travail. Et principalement parce que leur mission était plus alignée avec leurs préoccupations environnementales et sociales. Et du coup, c'était des centaines de milliers de personnes, globalement en France, qui étaient dans cette situation. Et il n'y avait pas forcément de service adapté à ça. Parce que souvent, la marche était trop haute avec le coaching, le bilan de compétences ou la formation. Donc, du coup, voilà pourquoi on a créé Gaia Connect, pour les aider à passer à l'action. Et donc du coup, concrètement, ça permet de mettre en relation des gens qui veulent transitionner ou qui sont en cours de transition écologique, les mettre en contact avec des mentors, avec des gens qui ont déjà en fait un poste, qui ont déjà une action de consultant. Ou... Voilà, exactement. En gros, on a 150 mentors, des top mentors de l'impact dans tous les domaines de la transition environnementale et sociale. Donc, il y en a dans la mode, il y en a dans la biodiversité, il y en a du conseil en entreprise, de la RSE, dans tous les domaines, vraiment, dans les associations, les ONG, et à tous les niveaux. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est 5 sessions de fast mentoring avec 5 personnes qui seront adaptées à tes besoins, au secteur qui t'intéresse, au métier qui t'intéresse. Donc, je sais que tu aimes bien la tech. Et du coup, on a développé un petit algorithme qui nous permet de trouver les bonnes personnes qui seront adaptées pour chaque personne. Okay. Donc, on passe vraiment ce temps de comprendre les projets pour après leur amener les meilleures personnes. Et voilà, et ça fait 8 mois qu'on a lancé ça. Et c'est quoi un peu les métriques là? Vous avez des gens, donc tu m'as dit 150 mentors? On a 150 mentors, on a plus de 70 personnes qui ont fait l'expérience, le programme, on va dire. Ok. Tout ça sans pub, parce qu'on voulait vraiment être sûr que le programme plairait et surtout était efficace. Et là, en gros, on a eu plus de 500 échanges. Ok. On a un taux de satisfaction qui est de 100%. On voulait vraiment être sûr de ça avant de faire de la pub payante, on va dire. Et aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est que sur les personnes qui ont fait le programme au début, il y en a une trentaine qui ont déjà transitionné. Ok. Donc, qui ont pris vraiment des actions pour changer de boulot, prendre un congé sabbatique, monter une mission, devenir indépendant. Et ça, c'est trop cool. Et on a des messages qui sont vraiment... C'est vraiment la startup la plus feel-good de l'histoire qu'on ait montée, je pense, chez Jumanji. Parce que, en fait, on a que des gens avec des projets qui sont vraiment trop chouettes, avec vraiment une énergie ultra positive. Et avec l'envie de changer les choses, donc c'est vraiment et pour les mentors du coup c'est génial quoi. Et parce que de toute façon les gens qui viennent frapper à votre porte, ils sont déjà quand même ils sont déjà dans une dynamique où ils veulent changer. Donc c'est un peu le dernier domino où on dit je vais discuter avec des gens, ils vont me rassurer peut-être. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès des mentors? Alors oui, c'est une très bonne question, j'aurais dû le mentionner. En fait, c'est pas le dernier domino, nous on a tendance à dire que c'est parfois le premier, parfois au milieu parce qu'en fait en tout cas, ce que les mentors vont partager, c'est du temps, leur expérience, bien sûr, challenger le projet et aussi leur partager les codes du secteur de l'impact parce que toi-même tu le sais. Ah oui. Vous avez tous eu une carrière avant dans d'autres domaines. Les clés, les codes, ça c'est pas toujours les mêmes. Le vocabulaire, les référentiels, bien sûr. Exactement. Donc du coup, c'est aussi de donner ça et ça s'apprend pas sur des formations, ça s'apprend pas sur des choses comme ça. Donc c'est vraiment leur donner ça. Et je me rappelle plus ta deuxième question, mais c'était... Non, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher et enfin derrière après qu'est-ce qui se passe quoi quand ils transitionnent quoi. Ouais, en fait ce qu'ils viennent chercher c'est faire le premier pas. En gros, c'est se dire souvent
on sait pas vers où on met les pieds. Et là, Mm. ça permet, de manière assez accessible, d'aller rencontrer 5 personnes qui sont dans un domaine qui, toi, t'intéresse. Ça veut dire que si demain, je prends un exemple, il y a quelqu'un qui travaille chez... notre persona, c'est toujours le même, on va dire. C'est souvent des gens qui travaillent dans des entreprises ou des grandes entreprises, qui ont parfois eu un enfant, parfois eu un burn-out, parfois eu une situation de vie un peu difficile. C'est souvent, malheureusement, soit des choses un peu dures comme ça, soit des bonnes choses, qui ont eu des enfants, ou voilà. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont plus alignés avec ce qu'ils font. Et du coup, l'objectif, ils se disent, bah, nous, on aimerait bien découvrir certains domaines qu'on connaît pas du tout, comme la RSE, par exemple. Et ben, nous, on leur donne l'opportunité de parler avec 5 personnes qui ont la plupart du temps, eux aussi, fait leur transition et qui travaillent sur ces sujets. Donc, en gros, voilà. Et donc, ça a un coût de combien? C'est un coût de 129 €. Ouais. 129? 129 € pour toute l'expérience. Ok. Sachant que les mentors sont tous bénévoles. Donc, c'est vraiment une adhésion, on va dire, au collectif de Gaia Connect. D'accord. Qui nous permet de continuer à recruter des mentors, les former et faire en sorte de développer la plateforme. Mais c'est vraiment l'objectif de faire transitionner le plus grand nombre de personnes. Ouais. Donc, catalyseur de transition, finalement, pour les citoyens qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de se rassurer aussi, de comprendre tel ou tel secteur. Moi, je pense que ça m'aurait bien plu à l'époque. Quand je suis parti effectivement de la tech, il y a eu une période où j'étais un peu perdu. C'est quoi on parle de plein de trucs, de finances durables, de CSRD, de RSE, où je vais, quoi. Donc je pense qu'effectivement c'est un service qui est utile. Et je pense que les feedbacks que tu as eu montrent que ça remplit en tout cas un besoin. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, on est sûr maintenant que ça remplit un besoin. Et donc c'est cool, ouais. Et toi, du coup, comment tu l'as géré cette partie-là à ce moment-là? Bah, après la tech, moi, j'ai eu quand même une transition, j'ai fait de l'agroécologie. Ouais. Donc, en fait, j'ai quand même eu 6 mois où j'étais un peu dans les champs et voilà, j'ai commencé un peu à rentrer dans cette réflexion-là. Mm-hmm. Et après, il y a eu aussi le projet avec Nemetra, l'école en B2B, où j'ai passé 6 mois à accompagner Abilways dans la création de cette offre de formation. Moi, j'avais le nez dedans et voilà, mais c'était de la théorie. Après, quand on rencontre des gens dans des cocktails ou dans des soirées, etc. Bon, c'est pas pareil en fait, de pouvoir parler de transition écologique, d'avoir des repères, des chiffres clés, des notions clés. Et le scope 3, t'en penses quoi? Le quoi? Voilà, donc c'est des trucs effectivement. Voilà, faut un petit peu potasser tout ça. Et je pense que de rentrer en contact avec un mentor qui peut ouvrir des portes, exactement, non seulement sur des mots clés, des notions clés, mais aussi sur d'autres personnes. Et en disant mais va voir machin, va voir telle boîte et tout, c'est super intéressant ce qu'ils font et tout. Et c'est d'ailleurs comme ça que on s'est rencontrés, parce que du coup ça a été, je sais plus par l'intermédiaire de qui, mais ça marche toujours comme ça. Mais ça fait un an que je fais que ça d'ailleurs. C'est LinkedIn est mon ami, quoi. Bah ouais, c'est sûr. D'ailleurs c'est cool, le geste que t'as fait, c'est ça, tu vois. T'as fait ça comme ça. C'est comme ça. C'est qu'en fait du coup 5 mentors, c'est un peu ça en fait. Tu décuples les potentialités, les opportunités, les étincelles, on aime bien dire. Ouais. Du coup donc voilà. T'es un peu le. Peut-être arrêter de parler du coup. Moi j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que les rencontres, c'est des rencontres d'1 heure ou tu as un fit avec quelqu'un et puis le truc continue et ça c'est en dehors de votre offre? Alors ça c'est en dehors de notre offre parce qu'évidemment nous on crée des étincelles, donc nous ce qu'on propose c'est 5 sessions avec 5 personnes qui seront matchées pour tes besoins. Ça veut dire que si tu t'intéresses au domaine de la RSE en entreprise, on va te faire rencontrer une directrice de la RSE, une personne qui est indépendante, qui est consultante en RSE, une personne qui... Mais votre engagement, c'est qu'1 heure, du coup. Voilà, exactement. Ouais, exactement. C'est une visio d'1 heure, et après, libre à eux de continuer les échanges, parce que... Ouais, ça marche. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que les personnes, elles doivent avoir un projet déjà abouti? Alors, bonne question. On a les 2 types de personnes. On a vraiment ceux qui ont un projet qui est un peu, pas totalement abouti, parce que sinon, ils n'ont plus besoin de nous, mais on va dire qui ont déjà en tête un projet, et qui veulent vraiment aller le creuser. Donc ça, c'est vraiment le premier persona. Ou des gens qui veulent accélérer de devenir indépendants, ou monter une boîte, ou transitionner vers un secteur très précis. Et on a aussi des gens plutôt perdus, plus en amont, et qui, eux, veulent avoir un spectre plus large, avec des personnes dans un domaine. Par exemple, la biodiversité. Ils veulent avoir 5 personnes qui travaillent sur la biodiversité, pas forcément avec le même métier, pour découvrir et pouvoir explorer certains domaines, quoi. Je te rejoins complètement. Moi, j'aurais adoré rencontrer ce service dans mon chemin de transition. Bah, c'est gentil. Et transition toute faite, du coup. Clémence, quelle a été ta transition? on va parler de biodiversité, on va parler de transition.
Donc tu vas nous parler de rivage, mais peut-être avant rivage, peut-être aussi dans la continuité de ce qu'on vient de dire, un peu cette bascule là. Qu'est-ce qui... Ouais, tout à fait. Alors moi, elle s'est faite en plusieurs temps parce que, en fait, depuis toujours, le développement durable, c'est un sujet important pour moi. Tous les boulots que j'ai fait depuis la sortie de mon école ont eu un lien avec le développement durable. Mais je suis allée chercher pas mal du côté de la tech. Et j'ai cru, aujourd'hui j'emploie plus ce terme de développement durable, et j'ai beaucoup cru à cette idée de la croissance verte et de la tech comme pourvoyeur de solutions qui allaient nous arranger tout, quoi. Et donc voilà, donc je suis partie à fond dans la Startup Nation. J'ai vécu la belle histoire de j'arrive, la startup, on est 15, j'en sors, on est 150, on a ouvert dans 5 pays, on a levé 2 millions, puis 8, puis 150 millions. Voilà, donc je suis sortie de là c'était ultra excitant, je remets rien du tout en cause. J'ai appris plein de trucs, mais c'était aussi épuisant. Et surtout, ça remet pas en question le système. C'est-à-dire que c'est une pièce de plus dans le capitalisme. Ça tire sur les hommes. Le logiciel qu'on vendait, qui est un logiciel pour faire des économies d'énergie, était utilisé pour faire du reporting. Et enfin voilà, on était de plus en plus loin en fait des sujets centraux, et à un moment Tu t'es pas retrouvé en fait là dans le... Ouais, c'est ça, mais parce que le projet c'était de suivre l'énergie, mais il y a quand même des enjeux à travers la tech, de suivre quand même tous ces... Typiquement, on avait invité la team d'Axio, où il y a Trace qu'on avait suivi à l'Impact Paris Summit. C'est quand même des produits qui vont être utiles pour suivre l'évolution de la situation, etc. Donc ouais. Alors je remets pas, enfin je dis pas que c'est pas utile. Je pense que la tech vraiment est un outil formidable dont on ne doit absolument pas se passer pour répondre aux enjeux auxquels on fait face. Mais d'abord, il peut pas être le seul, et surtout, malheureusement, trop souvent, la tech a un effet de bord, c'est que ça génère de l'enthousiasme, et les personnes du coup ne se lancent pas dans la sobriété, parce que on se dit non, en fait tous les problèmes vont être résolus grâce à ça, alors que une partie oui, mais c'est un outil parmi un panel de solutions. Donc voilà, ça me semble important de le souligner. Ok. Et donc rivage. Ouais, et donc rivage. Et donc en fait, j'ai quitté donc ce monde de la tech, et puis j'ai quitté la ville, et j'ai fait exactement comme toi, un petit détour par l'agroécologie. Ouais. Donc moi aussi, je me suis retrouvée dans des champs, les mains dans la terre, reconnectée aux saisons. Mais en tant que toi, t'étais maraîcher, comment on dit au féminin d'ailleurs, maraîchère. Parce que moi j'étais pas maraîcher. Moi c'était encore de la tech, parce qu'on faisait du conseil en agroécologie pour les agriculteurs. Donc j'allais sur le terrain pour voir comment ça se passait, mais j'étais pas vraiment les mains dans la terre au quotidien. T'allais voir les gens travailler, quoi. J'allais voir les gens travailler, mais comprendre un peu comment est-ce qu'on pouvait les aider. C'est de l'agriculture souvent intensive. Et moi c'était un monde nouveau pour moi aussi, tu vois, genre, donc comprendre tout ça, le meilleur moyen c'est d'être sur le terrain. Et du coup, en tant que maraîchère, donc t'étais quoi, t'étais dans une ferme, t'étais dans une Ouais, j'étais dans plusieurs fermes. J'ai été dans plusieurs fermes, et j'ai un souvenir de moi à devoir vider une brouette entière de fumier, donc en botte, enfin voilà, je pense que j'en avais à peu près jusque là, et à la fourche et à vider le fumier pour les pondre dans les champs, quoi. Donc c'était quoi comme type de... Qu'est-ce que vous faisiez pousser dans la ferme? C'était quoi des légumes, enfin vraiment. Des légumes, c'est... Des légumes. Ah, mais c'est... Enfin tout type, il y en avait tellement, je sais pas, il devait en avoir une trentaine de... Et ça a duré combien de temps? Et alors j'ai fait ça, donc j'ai changé de ferme, j'ai fait différentes formations, j'ai regardé aussi du côté de l'agriculture urbaine, et tout ça a duré une petite année. Ok. Voilà. Et à la fin de cette année, c'était quoi
Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que t'avais appris? Qu'est-ce que t'avais compris? Ouais, alors beaucoup de trucs. J'ai compris. J'ai beaucoup de choses qui me viennent, mais c'est pas facile de les mettre en mots. Ça change tout parce que ça change le rapport au temps, ça change le rapport au travail, le rapport au faire. C'est-à-dire que le travail, enfin pour moi en tout cas, j'avais toujours fait que des professions intellectuelles. Et du coup, d'allier l'intellect au corps, c'était quelque chose de très nouveau. Et ça change le rapport au vivant, complètement. C'est-à-dire l'émerveillement face à la puissance de la nature. Et puis, ouais, c'est ça, quand on réalise que la nature nous fournit ce qui nous permet de vivre et puis de voir ces cycles. Et c'est vraiment miraculeux, quoi. Donc, de vivre ça... On est très détaché de tout ça. C'est vrai que surtout dans des vies urbaines et où tout tombe dans notre assiette, il y a même la déconnexion entre ce qu'on mange et le fait que ça pousse quelque part dans un champ ou sur un arbre. Et c'est complètement. Mais je partage avec toi. Cet émerveillement du vivant. Je sais pas si je fais un peu de pub, mais sur une chaîne de streaming avec un N rouge là, il y a un truc qui s'appelle La vie sur Terre. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire là et qui retrace vraiment toute l'évolution de la vie depuis les 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre. Et c'est passionnant en fait de voir la résilience, de voir les différentes formes que ça a pris et de voir qu'effectivement, en tout cas, il y avait encore 100 ou 200 ans, c'était un cadeau quoi. C'est-à-dire que climat stable, tout tourne bien quoi. C'est-à-dire que y a le cycle de l'eau, il y a les petits animaux, il n'y a plus qu'à se servir et tout. Donc non, je pense que on devrait de plus en plus faire presque des stages obligatoires pour les enfants. D'aller vers le vivant. Moi, mes enfants, on leur fait planter. Maintenant, on fait des stages, on fait planter les mains dans la terre, des fleurs. Alors en face de l'école, mais moi, c'est des choses que j'ai très peu fait quand j'étais enfant. Ouais, et puis par rapport à ce que tu dis là, ça, soudainement, tu comprends tout. Tu vois là, tu parles tu parlais du climat et en fait ce lien de se dire on a un climat stable que depuis 10 000 ans et c'est aussi la naissance de l'agriculture et là on arrive dans le dérèglement climatique, dans un climat instable dans lequel on n'est pas du tout sûr que l'agriculture ce soit encore possible. Ouais, tout à fait. Et donc soudainement ces liens, c'est plus juste des idées, c'est des choses tu vois concrètes dans ton quotidien quoi. Et ça change tout. Je crois pas que ce soit concret pour les gens malheureusement. Ça a l'air très abstrait. Je pense que c'est très tant qu'ils ont le sushi qui arrive et qui est livré par Deliveroo devant la série, tout va bien. Quel que soit l'effondrement, quel que soit le truc. Ouais, mais d'un côté, je trouve qu'il y a un truc qui est positif, c'est qu'à partir du moment où tu commences à aller vers ça, je pense qu'il y a plus de machine arrière. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ouais, tout à fait. C'est sûr. Et je trouve que c'est ça qui est plutôt positif, c'est que faut juste essayer de faire basculer le plus grand nombre de personnes vers des choses simples comme ça, pour que ça soit que ça devienne évident quoi. Mais c'est vrai que si tu l'as pas fait, bah forcément ouais. Forcément, mais du coup tu peux plus revenir, je veux dire, tu peux plus faire ça pendant un an et après aller acheter des Deliveroo, j'arrive même plus à le dire, Deliveroo, mais te faire livrer chez toi, on va dire. Te faire livrer chez toi gratuitement tous les jours. Non mais pas gratuitement, mais tous les jours. En vrai, tu peux encore le faire mais avec beaucoup de culpabilité. Je sais que maintenant quand je le fais Et donc rivage, parce que du coup on va quand même y arriver à rivage quoi. Et donc rivage. Et bah donc au terme de cette année, j'ai rencontré donc Thibaut Gabriard, qui est mon associé, et je l'ai rejoint dans le projet de rivage. Et le projet de rivage, c'est d'embarquer les directions et les collaborateurs dans la transformation écologique des entreprises. Et on a choisi de faire ça au prisme de la question du vivant. En gros, le constat qu'on fait, c'est que les entreprises, souvent, elles ont bien compris le sujet du climat. Mais le climat, déjà, c'est juste un petit bout du problème. Le climat, c'est un sujet froid. C'est quand même assez difficile de mobiliser sur de la tonne équivalent carbone. On ne comprend pas très bien, les actions concrètes ne sont pas toujours évidentes. Et du coup, avec le vivant, il y a un prisme qui est beaucoup plus émotionnel, qui est beaucoup plus positif et qui est moins angoissant,
souvent parce qu'il est aussi beaucoup plus résilient. Donc, on peut avoir des solutions rapides à mettre en place, dont on verra les résultats de notre vivant, quoi. Et surtout, le vivant, c'est un terrain d'innovation. Parce que pourquoi je parle de vivant et pas de biodive, c'est que la biodive, c'est l'ensemble des espèces. Et le vivant, ça comprend en plus une dimension un peu plus conceptuelle. On parle par exemple aujourd'hui d'entreprise régénérative. Une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui va se baser sur les cycles du vivant. On peut parler d'économie circulaire, on parle de biomimétisme par exemple. C'est comment est-ce qu'on va s'inspirer des systèmes vivants pour trouver des solutions très concrètes dans notre quotidien. Et donc, en fait, en allant creuser les systèmes vivants, on peut sortir de là avec beaucoup de solutions concrètes pour les entreprises. Le biomimétisme, après c'est pas nouveau, mais c'est pas appliqué à grande échelle forcément. Mais sur des formes même d'avions, des formes de trains, etc. Il y a le vivant a beaucoup été étudié pour ça. Mais je pense qu'on peut l'appliquer à beaucoup plus d'autres choses, d'autres objets que d'aller très vite en avion ou d'aller très vite en train. Oui, tout à fait. Et y compris dans les organisations. Et du coup, donc, chez Rivage, ce qu'on fait, c'est que donc, on veut aider les entreprises à transformer leur modèle. D'accord. Pour être en accord avec les limites planétaires. D'accord. Et donc, pour ça, on conçoit des parcours de transformation qui vont être composés de différentes expériences pédagogiques qu'on conçoit nous. Donc là, on a développé un premier atelier. Ça peut être composé avec des conférences, des learning expeditions par exemple, sur les différentes problématiques que les entreprises vont rencontrer. Donc Rivage accompagne les dirigeants d'entreprise qui sont déjà un peu climato-conscients, parce qu'il faut quand même avoir un début quand même de réflexion là-dessus, et qui va les accompagner, des ateliers, des conférences, des learning expeditions. On parle du vivant, c'est important, et comment est-ce qu'on peut finalement s'inspirer du vivant pour créer sa propre entreprise régénérative, un peu, ou en tout cas tendre vers, quoi. Exactement. Super. C'est la première fois, en tout cas, sur Stratégie Climat, qu'on parle vraiment de biodiversité. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y a pas longtemps, je suis tombé sur un rapport ESG d'une grosse boîte. Et en fait, toutes les cases étaient cochées. Toutes les cases, sauf biodive. Et en fait, je me disais, c'est vrai qu'en fait, c'est un sujet... c'est compliqué, le ROI de la biodive, par exemple. Et une entreprise, ça parle que d'argent. Et donc, je me disais, il y a sûrement un moyen de l'aborder de manière différente. Et je pense qu'effectivement, avec une offre comme Rivage, c'est d'amener les dirigeants, de dire, peut-être chercher du ROI, de la marge sur d'autres sujets liés à l'énergie, les matières premières. Il y a des sujets qui sont plus importants presque que le climat. C'est effectivement la biodive et il faut y aller. Petite parenthèse, ça s'appelle Stratégie Climat, la chaîne, mais en fait on parle de tous les sujets quand même, quoi. Ça s'appelle du branding. Y a pas de. On me l'a déjà fait la remarque, on m'a dit oui, mais il y a pas que le climat. J'ai dit non, mais en fait on prend tout, donc il y a pas de. Super. Merci beaucoup Clémence. On va passer à. Je peux poser une question. Oui, bien sûr, Sophie, ouais. Vous vous adressez que aux dirigeants ou aux collaborateurs aussi? Vraiment aux deux. C'était souvent nos points d'entrée dans les entreprises, ça va être ou la direction ou l'équipe RSE ou ça nous est arrivé une fois la Green Team, c'est-à-dire les collaborateurs qui s'étaient formés eux-mêmes dans une Green Team. Ok, ça a l'air super. Comme Johan avec son groupe de 500 personnes. Voilà, c'est typiquement le genre de public. Nous, on était plus des pirates, nous. C'était... Et donc Sophie que j'ai croisé à un événement BPI Big qui avait lieu à l'Accor Arena, c'est ça? Oui, c'est ça. Un grand événement où on parlait entre autres transition écologique. Et j'ai croisé Sophie qui parle d'un sujet qui à mon avis est un peu passé pas sous silence. On en parle, mais je trouve qu'il est assez peu palpable. C'est le textile. Donc c'est tous nos vêtements et c'est vrai que et bien plus. Pardon, je te coupe. Ouais, et bien plus. Non, mais moi je le vois comme ça, tu vois. Oui, donc, mais c'est vrai que c'est un sujet, le vêtement. Même moi qui suis pas mal impliqué dans le sujet, c'est un peu à la traîne dans mes réflexions, tu vois. Et ça m'intéresse que tu. Et pourtant. Voilà. Ouais.
Oui, le textile. Alors moi, je travaille pour les industries textiles françaises. Juste pour donner des chiffres, puis après, je vais pas en donner 40 000. Ouais. Mais en France, l'habillement, c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires du textile. Donc les 60 Okay. autres %, c'est du textile technique, c'est utilisé pour tout. Il y en a dans les avions, il y en a dans les fusées, il y en a dans le médical. On fait des organes en textile. Enfin voilà, on fait beaucoup de choses. Et en France, on est très fort sur le textile technique. Donc voilà, c'est juste pour Ok, pour remettre 60%. parce que Ouais. deuxième chiffre, après j'arrête. Non, 96% des vêtements qu'on achète sont importés. Donc nous, l'habillement en France, c'est pas grand-chose, quoi. On est fort, mais on importe beaucoup. On est fort en textile technique, Ouais. et en habillement, on a des super boîtes magnifiques, mais qui restent des petites boîtes, voilà. Après, pour ceux qui connaissent 1083, les jeans, tout ça, c'est super, mais Oui. ils ont une production. C'est confidentiel encore, quoi. Ouais. Oh, ok. Alors, donc toi, Sophie, tu travailles chez... À l'Union des industries textiles, qui D'accord. est le syndicat professionnel qui représente toutes les industries textiles de France. Voilà, et il y en a qu'un, donc on peut dire qu'on les représente. D'accord. toutes. Donc, il y a combien aujourd'hui d'industries, enfin, c'est quoi la taille de l'industrie textile en France? Il y a des usines, il y a des marques, c'est quoi le... Oui, il y a tout. Il y a toute la chaîne de production. La chaîne de production textile, elle est très fragmentée. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a tissage, tricotage, tout ce qu'on appelle l'ennoblissement. Donc, c'est la teinture, les apprêts, les impressions, voilà, façonner votre textile, le faire imperméable, voilà, tout ça. Et puis, la confection. Ok. Et donc, il y a 2200 entreprises en Ok. France qui font ça. 80-90% de PME. Donc voilà, on est sur des toutes petites entreprises, 63 000 salariés. 63 000 salariés, ok. Ouais, voilà, on est sur un petit secteur qui travaille beaucoup à l'export. Et voilà, on n'est pas sur une grosse industrie, on est sur une petite industrie, mais qui survit, quoi. Voilà, c'est l'industrie textile. La France, historiquement, voilà, c'est la mode, c'est vraiment le berceau, la soie, tout ça, c'est vraiment des choses françaises. En fait, il faut savoir que dans les années 2000, il y a eu l'ouverture au marché asiatique. Donc, tout est parti en Asie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de textiles techniques. C'est parce que, pour survivre, les industries qui faisaient de l'habillement, elles ont dû faire autre chose. Et donc, celles qui ont survécu, c'est celles qui se sont tournées vers autre chose. Et aujourd'hui, ça repart et il y a un vrai engouement. Le Made in France, c'est vraiment quelque chose qui est en train de marcher, mais on reste quand même, voilà, et avec une concurrence de toute façon énorme. Bien sûr, de l'Asie. De l'Asie, ouais. Donc, il y a eu un petit trou d'air, années 90-2000, un truc comme ça, au moment oui, où... ça, oui. Ça s'est fait sur 10 ans, les accords, l'ouverture des marchés, quoi. Parce que ça a dû être assez violent quand même pour cette industrie. Ça a été très violent, oui. Et après, nous, on a un savoir-faire en France. Donc, tu parles du textile technique, mais sur du textile d'habillement, on est quand même... Parce que je pense qu'on a cette niche-là du luxe sur lequel on est très reconnu. Mais toujours, je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'après, toute la longue traîne, on va dire, de l'habillement des citoyens... ça, c'est... Qui est fast fashion et ultra fast fashion. Tout ça, c'est à l'extérieur. Tout ça, c'est à l'extérieur. Pas tout, parce que nous, on a des industriels qui font quelques étapes pour la fast fashion. Mais tout ce qui va être la confection à la chaîne, et voilà, tout ça, c'est... Ok. Et donc, ton rôle au sein de l'Union, tu m'as dit l'Union ? Des industries textiles. Voilà, donc ton rôle au sein de l'Union des industries textiles. Alors, moi, je suis responsable développement durable et RSE. Voilà. Donc du coup, alors on est 6 à l'UIT, on peut dire l'UIT comme ça sera. Ok. Voilà. Donc on est vraiment tout petit. Donc moi j'ai tous les sujets qui ressemblent de près ou de loin au développement durable ou à la RSE sont pour moi. Donc ça fait beaucoup de choses. On travaille beaucoup sur l'affichage environnemental. Faut savoir que le textile, on est tout petit, mais comme au niveau mondial, on est quand même très très impactant. En général, quand il y a une nouvelle législation qui arrive, c'est pour nous. Donc c'était le cas pour la loi AGEC. Voilà, on était. Qu'est-ce qu'a dit la loi AGEC pour le textile ? C'est l'article 13-1, mais ça n'a pas d'importance. Non, mais très bien. En gros, c'est. Je pourrais le ressortir dans un cocktail. Ouais. Tu sais que l'article 13-1. Oui. Ouais. Là, Mais il se rappellera plus du nom de l'industrie. Donc. Non, mais c'est bon. Attends, on va écouter déjà. Donc l'article 13-1 dit. C'est sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits. Et D'accord. donc, en fait, c'est une fiche produit dématérialisée où dedans, tu dois avoir la traçabilité. Il y a que 3 étapes. Et ça, faut savoir que pour le textile, on peut en avoir 10. Donc,
Bon voilà, on est tissage, tricotage, la teinture et la confection, mais bon, c'est quand même 3 étapes. Voilà, c'est pour le consommateur, c'est un article d'information pour le consommateur. Donc il y a ça, il y a les substances dangereuses qui sont utilisées. Donc s'il y en a, si l'article il relargue des microplastiques. D'accord. Donc ça c'est. Donc tout ça, faut être capable de tracer. À l'échelle du vêtement, à l'échelle d'une collection, c'est quoi du le produit. C'est sur à le l'échelle produit. du produit. Donc c'est un vêtement. Ça pose pas mal de problèmes. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une étiquette spéciale sur laquelle on affiche Alors, ça. Ça peut être soit une vraie étiquette, soit dématérialisé, donc un QR code. Un QR code. Mais normalement, c'est obligatoire. Alors, ça rentre en vigueur progressivement. C'est entré en vigueur pour les plus grosses entreprises cette année, 1er janvier. 1er janvier prochain, les moyennes et 2025, les petites. Ok, donc il y a quand même un calendrier. Il y a un calendrier. Après, très honnêtement, j'ai eu l'occasion justement d'aller sur le site de grandes marques de fast fashion que je ne citerai pas pour pas faire de pub. Oui. Bah, j'ai pas trouvé l'info alors que clairement elles font partie des grosses entreprises. Donc l'information, c'est toujours pareil. On met beaucoup de législation, mais après il y a personne qui contrôle. Après, ce qui fait que ça avance, c'est aussi malheureusement les amendes ou si on fait pas, qu'est-ce qui se passe pour ces. Il y a des sanctions financières. Ouais. Mais est-ce qu'elles sont et je sais même pas si elles sont appliquées. Okay. Bah, il faut un contrôle, quoi. Il faut contrôler. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est toujours le même. Enfin, en tout cas, dans le textile, nous, on a un vrai problème parce qu'on a des réglementations françaises et européennes très strictes sur l'utilisation de produits chimiques, par exemple. En fait, il n'y a pas de contrôle. D'accord. Donc aujourd'hui, on a des réglementations hyper strictes pour utiliser des produits chimiques, du plomb, enfin des tas de choses. Oui, mais en fait, on fait ce qu'on veut parce que derrière, on utilise quand même pas mal de produits chimiques. Oui. C'est pas contrôlé. Okay. Donc en général, les industriels français, ils respectent parce qu'ils sont sur le sol, mais ce qui vient de Chine, bah si c'est pas contrôlé, parce que c'est des quantités quand même astronomiques de produits, non? Enfin, c'est. Ah bah oui, ça pour que ce soit pour la teinture, pour donner des caractéristiques, voilà, anti-déperlant, imperméable, enfin tout ce qu'on veut. Et puis les boutons, enfin on peut avoir tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup. Parce que du coup, c'est quoi aujourd'hui l'empreinte écologique des vêtements? Où c'est, non, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, du monde même? On connaît un peu les chiffres. Il y a pas beaucoup d'études. Ouais. Il y a pas beaucoup d'études. Et d'ailleurs, en fait, quand on parle de l'industrie textile, en général, on voit. Alors, l'Europe va dire 2e industrie la plus polluante. Il y en a d'autres qui vont dire 5e, d'autres 8e. Et là, on est au niveau mondial, on n'est pas au niveau français parce que c'est quand même assez élevé dans le classement, mais on a du mal un peu à chiffrer, quoi. C'est élevé. On utilise beaucoup d'eau. Oui. On a des machines, tout ça, et beaucoup de produits chimiques. L'impact sur la biodiversité, c'est le proverbe chinois qui dit si tu veux connaître la nouvelle couleur tendance dans la mode, regarde la couleur de la rivière. Oui, j'avais vu ça. Ouais. Si c'est rose fuchsia, on sait que la prochaine collection elle sera rose fuchsia, quoi. C'est ça. Donc voilà. C'est évidemment pas le cas pour en France parce que c'est très contrôlé, mais que ce soit au Bangladesh, pour ne pas. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément chez nous, quoi. Et donc toi, juste ton rôle, c'est d'accompagner toute cette industrie, c'est de faire de la pédagogie, c'est de leur expliquer le calendrier, c'est leur expliquer quoi? Oui, moi j'accompagne mes industries, donc j'ai vraiment une partie qui est en France on est hyper en avance sur la législation, même par rapport à l'Europe. Donc, leur expliquer ce qui va se passer ou ce qui se passe, ce qui va se passer, comment ils peuvent faire. Et puis, toute une partie de mon travail que moi je développe, c'est la décarbonation, aller plus loin en fait, parce que on est avancé, mais il y en a encore plein de choses à faire. Et donc voilà, j'ai vraiment ces deux aspects-là. Ça fait des bonnes journées de travail, je tiens vraiment à développer aussi, pas que le respect de la législation. Mais aller plus loin, leur proposer plein de choses pour se décarboner, les transports, les activités, trouver d'autres matières qui soient moins impactantes, réfléchir à l'utilisation de l'eau, essayer d'en utiliser moins, C'est quoi le bon geste aujourd'hui pour un citoyen quand il achète un vêtement? C'est quoi le bon réflexe pour que il... Se demander s'il en a besoin. Ouais, c'est ça, ne pas l'acheter. Attention. Attention. Il y a Bruno qui va nous tomber dessus. Exactement. Pas l'autre, c'est pas le... Oui, pas le... Non, mais on peut, se demander si on en a besoin.
d'où il vient et comment il a été fait. Enfin, les matières, c'est hyper important. Et après, voilà. Enfin, bon, je défends ma paroisse quand je dis ça, mais c'est sûr qu'un vêtement qui a été fait en France, enfin, de toute façon, a priori, il va être qualitativement quand même bien meilleur que quelque chose qui a été fait à l'étranger. Enfin, moi, personnellement, depuis que je travaille à l'UIT, du coup, j'achète. Enfin voilà, je suis un peu corporate, j'achète des trucs de mes boîtes, ce qui est normal. Et enfin, c'est pas le même prix. Mais ça dure plus longtemps. Ah ben ça dure plus longtemps. La paire de chaussettes, enfin c'est incroyable. Elles sont. C'est incroyable même. Ah oui, moi c'est les chaussettes. Alors bon, j'ai un mari qui a des problèmes de pied. Je sais pas, il trouve beaucoup ses chaussettes. Des problèmes de chaussettes. Franchement, non mais même elles sont, c'est voilà. Ça dure quoi. Ça dure, mais même les t-shirts. Enfin voilà, j'achète des t-shirts, ils sont hyper épais, donc ils sont hyper qualitatifs. Enfin, on le voit tout de suite, mais en fait on le sait pas. Et ça existe des sites marchands qui regroupent que des produits français sur le textile ou pas? Non, on aimerait bien faire ça. Bon voilà, si vous avez une boîte à créer, c'est parti, un petit site e-commerce. Voilà, vous prenez toutes les marques françaises. Il prend 10%. Voilà, exactement. pas. Ce serait génial. C'est mon agent commercial, oui. Oui, c'est bon, se débrouiller. Ouais. Écoute, super, merci Sophie. Moi, je trouve ça un sujet passionnant et qui peut être un peu obscur parce que c'est tellement des quantités énormes. Moi, j'avais vu un chiffre, je sais pas s'il est vrai, c'est toujours pareil. On est dans une époque qui disait qu'en gros, si on arrêtait la production de textile, on avait quand même de quoi s'habiller pour 5 générations. Oui. Il y avait un truc comme ça et tout. C'est Catherine Doriac de Fashion Revolution. Bon, voilà. Ça. Et je m'étais dit, ah ouais, bon, il s'habillerait en 2100 comme dans les années 70, mais en tout cas, il serait. Pas forcément, parce qu'on peut les recycler ces habits. On peut ouais, ça serait rapiécé ou. Surtout qu'il y a une loi là qui vient de sortir sur la réparation des habits que je trouve ultra intéressante. Et ben on en a parlé dans le dernier Stratégie Climat avec Quentin de Circulaire. Super, il est venu avec son pull troué exprès pour dire que juste après il allait le faire réparer. Je trouve que ça c'est une super opportunité. C'était payé par l'État. Ouais, oui. donc en 2100 on sera tous avec des trucs rapiécés des années 2000 2020. C'est avec les noms de chaque personne qui les ont portés sur plusieurs générations. Exactement. Mais moi j'avais pensé à un moment on pourrait faire un espèce de Nutri-Score de l'habit parce que du coup c'est un peu ça finalement, tu vois. Environnemental, mais du coup avec la lettre visible, tu vois, comme sur les produits, tu vois. Genre le col, t'as le A, tu vois. Et si t'as un vieux F, t'es là non, mais non. Et plus c'est pourri, plus c'est gros. Ouais. C'est sympa ta marque C, regarde, tu vois, t'as un C là, tu vois. En Angleterre, ils font ça sur les plaques d'immatriculation des voitures électriques. Il y a un petit logo vert sur la plaque d'immatriculation. D'accord. Pour dire cette voiture est. Ah, mais faut que ça soit un peu ostentatoire. Sur l'alimentaire, je trouve qu'ils ont réussi leur coup. Hein. C'est que c'est vraiment un truc. Et moi, mes enfants, ils savent que s'ils veulent prendre des céréales, ils ont pas le droit sur des lettres rouges et tout ça. Donc, mais sur les vêtements, je pense que c'était un peu visible. Voilà. Alors effectivement, toute l'industrie serait pas contente. Il va falloir parce que du coup, aux créateurs comme ça. Ouais. Oui, non, mais visible sur une étiquette. Ouais. Plutôt que d'avoir un QR, d'avoir. Alors c'est l'objectif et la loi AGEC, c'est pas l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, c'est la loi climat et résilience. D'accord. Et ça va arriver normalement en 2024. Ok. Après le problème, c'est qu'ils veulent pas justement faire comme le Nutri-Score et mettre une lettre et une couleur. Ah bon? Ils veulent mettre des micro-points. Ils veulent pas que ça soit lisible trop facilement, j'imagine, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais je serais à leur place, je ferais de la résistance, c'est évident, hein, y a pas de... Après, c'est vrai que d'avoir une seule information, ça simplifie beaucoup un problème complexe. Et par exemple, je sais pas, un fromage, du Roquefort, du Camembert, des choses pas forcément industrielles, qui peuvent se retrouver, du coup, avec une note pourrie, et des produits industriels pas bons pour la santé, mais moins gras ou moins sucrés. Parce que du coup, c'est ça aussi l'enjeu. C'est une très bonne information sur le gras et le sucre. Mais se nourrir bien, c'est se nourrir aussi localement. C'est d'autres sujets aussi. La simplification est pas forcément... ça peut être trop simplifié. C'est la balance entre le très gros côté positif de donner de la visibilité et le petit côté négatif de peut-être des fois passer à côté de certaines infos. Mais moi, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. En tout cas, moi, ça m'aide. Bref. Super, merci en tout cas pour ce premier tour de table. On va enchaîner sur les questions. Vous m'avez préparé à l'avance quelques petits sujets. Je vais commencer par mon voisin de droite. Et alors direct, toi tu mets les pieds dans le plat. Tu voulais parler de greenwashing.
Ouais, alors ça m'est venu ces derniers jours là parce que j'ai de toute façon sur les réseaux sociaux on voit de plus en plus de greenwashing dans tous les sens et je pense que ça peu importe le secteur dans lequel on travaille, j'ai l'impression que c'est le cas. Je fais même plus attention, je crois. Ouais, mais je vois des trucs, mais j'ai pas de. moi non plus, mais il y a le dernier qui m'est quand même, il y en a un que j'ai voulu en parler parce que j'ai trouvé ça extrêmement drôle et pathétique. J'ai vu une campagne de Delta Airlines, donc je reviens dans l'aéronautique, qui avait fait un post de la directrice de la RSE justement de Delta Airlines, qui faisait un post où elle mettait en avant le fait ils enlevaient les verres en plastique dans leurs avions et qu'ils les remplaçaient par des verres en carton. Et du coup, c'était une sorte de mise en avant sur LinkedIn, mais folle, où genre c'était l'achievement de l'année et tout le monde il y avait des équipes en grand qui étaient vraiment autour du sujet, qui se croyaient vraiment à la fin du game, Non, quoi, à la fin du jeu. Faut pas se moquer, c'est. Et là, c'est un pas en avant, tu vois. Mais là, je me suis dit, mais en fait, on vit peut-être pas dans le même monde, parce qu'en fait, ça paraissait tellement dérisoire par rapport justement à l'impact que chacun des avions, enfin des milliers d'avions de Delta Airlines qui volaient dans les airs tous les jours, que de remplacer ça, et même pas par des Eco Cup, on avait passé le premier step, on n'arrivait pas au dernier step du truc, ça m'a paru. Moi, je pense que c'est tellement compliqué. Je pense que tu vois j'aimerais pas avoir son poste, tu vois, parce que du coup entre le bilan d'un avion, d'un trajet, et qu'est-ce que tu vas grignoter, tu vois, sur tout ce que tu peux faire et tout. Mais en fait, t'as raison, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais en fait c'est juste que c'est tellement, ils ont 10 ans de retard. Et en fait le problème en faisant ça, c'est que c'est contre productif, parce qu'en fait la plupart des gens qui travaillent dans ces boîtes, ils s'en rendent compte. Oui. À part les 10% qui commentent sur LinkedIn en disant c'est génial, vous êtes les meilleurs du monde et ce qu'on fait c'est ouf. Du coup, c'est ultra contre-productif et du coup, nous c'est ce qui nous ramène évidemment des gens chez Gaïa. Donc bon, vous pouvez continuer à. Ouais. Non, je rigole, mais du coup voilà. Et je voulais discuter de ce sujet parce que peut-être que je sais pas comment c'est dans vos secteurs à vous. Nous on a pas mal et on a une formation sur le greenwashing pour nos boîtes. Parce que nous, enfin, c'est interdit. Donc, enfin, c'est pas que pour le textile, c'est interdit partout. Oui, il y a des lois, hein, effectivement, il y a une loi là-dessus. Oui, là. il y a pas longtemps. Du coup, c'est pas moi qui fais cette formation, j'ai une collègue qui fait ça, et elle montrait une pub et c'était le vêtement qui sauve l'océan. Enfin, c'est vrai, ouais. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est complètement délirant. Enfin, la punchline est un peu maladroite, peut-être, quoi. Enfin, ça peut pas sauver l'océan, quoi. Non. Tu crois ? Non. J'ai un doute. Oui, a priori, ça va être plutôt mauvais, quoi. Ouais. Parce que le relargage du microplastique, c'est quand même ultra mauvais. Mais les boîtes, on sait pas si elles s'en rendent pas compte ou si elles. Non, mais parce qu'en fait, que ça va leur apporter des parts de marché vraiment. Mais en fait, tu te dis qu'il y a une loi, mais est-ce qu'elle est pas du tout appliquée ? Parce qu'en fait, si j'ai entendu il y a pas longtemps, il y avait peut-être une ou deux entreprises qui se sont fait épingler. Si, ouais, il y en a. Je pense que ça restait quand même très. Alors maintenant, ce qu'ils font, et je trouve ça pas mal, parce que justement la sanction financière, les boîtes qui marchent bien, elles s'en fichent un peu. Une fois que la com est faite. Mais en fait, ils les affichent. Maintenant, ils disent un tel a fait ça et ça marche pas mal. Ça marche beaucoup mieux en fait que d'aller de les afficher, qui font du greenwashing et de dire oui, regardez, ils font ça, c'est faux, c'est interdit. Sur LinkedIn, ça fait de la pub. Il y a un compte. J'ai un petit doute. Oui, c'est alerte greenwashing ou non, c'est. Il y en a deux, trois. Le podium qui épingle un peu tous les mois. Et qui dénonce exactement ce genre de campagne, quoi. Et ça marche bien, donc ouais. Et c'est vrai que ça fait presque plus de pub pour le produit et le service finalement que. Négatif quand même. Négatif, certes. Ouais. J'imagine que les équipes RSE de ces boîtes, quand elles sont dans ce classement, elles doivent pas. Tu sais, quoique je pense qu'en fait, je suis même pas sûr qu'elles s'en rendent compte. Elles doivent dire oui, nous on essaye de faire le bien. Ça, c'est les haters. Je pense qu'elles réagissent comme ça, je sais pas. Mais c'est pas si sûr. Là, il y a un rapport qui est sorti au niveau européen sur les marques qui utilisent le travail forcé en Chine. Ouais. Donc, il y a épinglé 89 marques de mode. Il y a Nike dedans. Nike, dans les années 90, ils faisaient faire des ballons par des enfants. Ça, ils en ont énormément souffert et ils ont fait hyper gaffe. Je comprends même pas. Enfin, après, visiblement, c'est hyper. Enfin, dès que tu fais travailler en Chine, visiblement, enfin, je parle pour le textile.
dès que tu fais travailler en Chine, il y a des sous-traitants tellement partout qu'en fait, forcément, à un moment donné, tu fais travailler des... Tu contrôles plus du tout. Tu contrôles plus rien. Mais voilà, il y a des boîtes chez qui c'est vraiment, ça a vraiment un impact et après ils essayent de faire différemment. Oui, moi je voudrais réagir aussi par rapport à ta remarque en disant j'aimerais pas être à leur place, c'est difficile, ils font sûrement de leur mieux et tout. Ouais. Peut-être. Mais aujourd'hui, il y a des boîtes qui décident de faire autrement, vraiment. Je vais vous donner un exemple, moi, que j'ai trouvé incroyable. C'est Renault Trucks. Donc, Renault Trucks, ils se sont lancés dans l'entreprise régénérative. Okay. Et donc, Renault Trucks, c'est donc la filiale de Renault qui fait des camions. Donc, c'est quand même pas évident quand on se dit je veux être une entreprise régénérative. Et surtout, une entreprise régénérative, c'est une entreprise dont l'objectif, c'est qu'à la fin de son cycle économique, elle est pas juste limitée sur des impacts négatifs, mais elle est carrément générer des impacts positifs sur l'environnement. Comment on fait quand on produit des camions? Et du coup, ils se sont rebasés sur leur raison d'être et de se dire... ces camions, en gros, ils servent à quoi? Ils servent à déplacer des biens. Et donc, notre but, ça va plus être de vendre un maximum de camions, mais ça va être de faire en sorte qu'il y ait le moins de camions possible qui soient sur les routes. Et donc, on va louer nos camions plutôt que de les vendre. Donc, l'ambition, c'est ça, c'est de louer les camions, de faire en sorte d'optimiser la logistique pour qu'ils soient le plus rempli possible, que chaque camion qui ne passe pas sur la route, du coup, il le comptabilise parce que ça fait du CO2 en moins, ça fait des routes qui sont moins usées et donc de l'argent public qui va pas être utilisé pour refaire des routes, etc. Donc, ils ont regardé tous les co-bénéfices que ça a généré et ils veulent lancer un service de vélo en utilisant l'ingénierie, le savoir-faire de transport et de logistique, etc. de Renault pour le dernier kilomètre dans les villes. C'est-à-dire les camions ne vont pas arriver en cœur de ville. Voilà. Et là, c'est des gens qui ont fait le taf. Et du coup, qui se disent... en fait, c'est possible de pas se dire ok, juste je ferme l'entreprise parce que voilà, mais ça implique du courage, ça implique de l'audace, ça implique de repenser les choses. Et ils se sont pas dit mais bon, quand on fait des pare-brise en mousse, quoi. Quand on fait de l'avion, c'est vrai que ça revient à la discussion tout à l'heure. Là, on change de sujet, de paradigme. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a vue sur Decathlon, sur les vélos pour enfants, où ils avaient fait une étude, ils se rendaient compte qu'en fait, on achetait un vélo pour enfants, mais en fait, 90% du temps, il était dans le garage, il servait pas. Donc, plutôt que de le vendre, on le loue. Ça rejoint un peu, tu vois, la même logique. Je sais pas si dans l'aviation, je me tourne vers toi, mais tu vois, est-ce que, tu vois, il y a vraiment ce truc de, on va louer un avion, ou, tu vois, ça m'a l'air plus compliqué. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent en avant les gobelets en carton, quoi. Ouais, mais après, bon, il y a des entreprises qui louent des avions, c'est un business, le leasing, mais je pense que ce qui est important, moi, dans ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que, à mon avis, c'est pas les directeurs RSE ou les directrices RSE qui sont problématiques là-dedans, c'est vraiment la volonté du board. Ouais, tout à fait. Mais c'est des décisionnaires de l'entreprise. C'est ce qu'elle dit, hein, parce que ça partira jamais de personnes qui sont à la RSE. Ah, mais ça, c'est uniquement. C'est évident. C'est il faut que ce soit une volonté. C'est la direction, ça. Et du coup, ça met des personnes dans des situations délicates, je pense, qui croient profondément vouloir faire des choses positives à la RSE ou dans d'autres métiers et qui en fait se heurtent au fait que y a le top management qui business as usual, on va pas repenser notre business model, etc. Ce qui est très compliqué, hein. Bah, c'est sûr. Ouais. Quand on a des dizaines, des centaines de milliers de salariés. Après, il y a tout, la transformation, etc. Mais c'est vrai que c'est pour ça ça nous arrive de croiser des entreprises et on les conseille aussi. C'est un coup de billard à 10 ans. Il faut commencer dès maintenant cette dynamique-là, parce que ça va être très très long. Et je sais pas combien de temps ils ont fait Renault Trucks, mais après c'est une feuille de route, c'est une vision. Ah ok, c'est d'accord. Non mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Pensé, publié, enfin. Si déjà ils l'ont publiquement publié, ça va être plus compliqué pour faire machine arrière. Donc ils sont lancés dans cette tout à fait. Dans cette démarche-là. Super. Donc le greenwashing, il y en aura, et puis et on va continuer à le combattre. Je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à le dénoncer. Donc
Sophie, tout à l'heure, on a un petit peu abordé le sujet, mais il y a eu la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs qui a fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Et qui a mis en lumière un peu deux clans, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui, effectivement, pensent que ça serait bien de lever le pied quand je te posais la question de c'est quoi le meilleur vêtement à acheter, c'est celui qu'on n'achète pas. Et en face, on a notre ministre de l'économie qui monte un peu au créneau. Oui. Moi, je voulais juste, il y a eu 3 ou 4 spots. Ouais. Donc voilà, je voulais, parler de celui sur le textile et puis en comparaison aussi avec les autres. D'accord. Parce que celui sur le textile, on a donc des vendeurs qui conseillent de pas acheter de chemises. Sur les autres, on leur conseille de réparer, voilà. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est quand même que l'ADEME, c'est pas les soulèvements de la terre, c'est quand même l'État. Et j'ai pas l'impression que l'État soit en train de porter un changement considérable de société et de prôner la décroissance. Donc c'est un peu problématique. Ouais. Et après sur le textile, on aurait pu parler réparation, mais il y a réparation, il y a aussi prenez celui qui est fait en coton bio, celui qui est fait en France, parce que il y a aussi l'économie locale, c'est aussi important. On aurait pu dire plein de choses dans ce spot et je parle pas parce que je connais pas, excessivement bien cette problématique, mais effectivement, il y a un problème sur le dévendeur, et le vendeur et la personne qui est vraiment dans le magasin. Ça, c'est un petit problème aussi, que je maîtrise moins. Mais après, moi, personnellement, je suis pour prôner une baisse de la consommation et dans le textile, par contre, ce spot, il m'a gênée parce que on pouvait proposer plein de choses et en fait, il propose rien. Et dans les autres, il propose. Et c'est ça que je trouve. Dans les autres spots, sur les autres produits. Sur les autres produits, il propose. Vous avez votre machine à laver, on peut la faire réparer. Et en fait, c'est de l'économie. Pour les magasins, c'est une certaine économie. Et là, le textile, on dit, non. On n'achète pas, alors que on aurait pu dire plein d'autres choses. On aurait pu dire prenez-en qu'un. C'est celui qui a fait le plus parler aussi. Oui. Donc est-ce que justement c'est pas aussi intéressant sur cet aspect-là? Ouais, si c'est pas inintéressant. Nous on a fait un petit film en 3 jours. Vraiment à destination des jeunes. C'était plus pour rigoler et pour répondre et juste pour proposer les trucs. En fait, on a des propositions. C'est ça qui est dommage. Et nous, on se bat pour nos industriels français qui galèrent. Et c'est notre, c'est notre quotidien. On va à l'Élysée pour les JO. On dit, tu vas dans un magasin chez Decathlon ou autre. Je veux pas stigmatiser. Produits JO, il y en a chez Carrefour, il y en a partout. Tu regardes l'étiquette. Made in Thailand, made in Bangladesh. C'est juste hallucinant. Et on a tellement de savoir-faire en France. Et là, t'as un spot qui dit, qui te propose rien, qui te propose juste de pas acheter. Ouais. Et alors moi j'ai mes convictions qui sont pas forcément celles de l'UIT, qui sont différentes. Mais je trouve que pour un gouvernement que je trouve pas hyper actif dans la prise en compte du changement climatique et de tout ce que ça voilà. Alors vous voulez faire de la politique? Attention, on va faire de la vue là, parce que là, absolument pas. Je ne vais pas plus loin. Ouais. Non, mais je trouve que c'est l'ADEME quand même, c'est une agence gouvernementale. Ouais. Et en fait, à l'échelle moi, je me rends compte quand même avec des contacts un peu partout dans le monde, on est très en avance. C'est ouf. On est très en avance. C'est qu'on est très en avance en Europe et particulièrement en France. Mais pour revenir sur le sujet de l'ADEME, moi j'étais surpris de la virulence, en tout cas en face, que ça a déclenché. C'est parce que c'est un secteur. Alors là, c'est pas trop moi, parce que moi je suis industrie textile, mais la distribution, les marques de mode et les marques de moyenne gamme là, elles sont toutes en train de fermer les unes après les autres. Ouais. Et donc là, t'attaques les gens qui sont dans les boutiques, qui sont en train de perdre tous leur boulot les uns après les autres, et puis en train de dire aux Français de pas consommer. C'est quand même compliqué, quoi. Je crois qu'il y avait un sujet sur la mise en scène où c'était au sein d'un petit commerçant, etc. Et il disait peut-être que s'ils avaient fait ça dans un contexte plus peut-être supermarché ou un truc comme ça, peut-être ou de faire ça sur une plateforme en ligne
aussi, bien qui sûr. te vend Oui. des articles à 2 euros. Oui. Enfin, il y avait plein de choses. Oui, En fait, oui. c'est ça le problème, C'est c'est qu'il y peut-être avait un peu plein de choses à maladroit, faire. Alors après, euh. moi, je connais pas l'électroménager et tout ça, mais moi, ça m'a beaucoup moins choqué. Je crois que j'ai d'abord vu ça en premier. J'étais beaucoup moins choquée que ça. Et effectivement, tous les distributeurs, toutes les marques de mode, là, Camaïeu et autres, qui sont en liquidation judiciaire les unes après les autres. Là, 2023, on en a eu je sais pas combien. C'est hyper compliqué. Enfin, moi, ce qui me gêne, c'est que voilà, on est quand même en train de dire l'économie, il faut investir. Alors nous, le textile, on est vraiment, c'est tout le temps. Il faut faire la transition, il faut investir, il faut réindustrialiser, et on nous donne rien. Donc Il n'y a pas de subvention. c'est très difficile d'avoir les subventions. Je vais faire dans quelques semaines un webinaire sur les aides financières pour la décarbonation. Oui. Et en fait, on s'est dit, on va faire intervenir l'ADEME, la BPI, D'accord. et puis on veut des entreprises qui vont témoigner. Voilà. Et ben moi, j'ai cherché dans mes entreprises des investissements de plusieurs millions d'euros pour installer des trackers solaires, pour installer des tas de choses. En fait, ils ont fait ça tout seuls parce qu'ils n'ont pas eu les subventions. D'accord. Mais du coup, à l'UIT, vous avez, vous, accès à comment est-ce qu'on distribue ces subventions? C'est quoi les critères, tout ça On peut les accompagner. Oui, on peut les accompagner, mais enfin voilà, ça va être moi avec mes petits doigts qui va le faire, et en discutant avec mes industriels, ils m'ont dit on a fait toutes les démarches, ils sont venus, et puis au final on n'a pas eu. C'est vrai. Parce que c'est quoi les subventions normalement pour une industrie, une usine qui veut se transformer? On a une idée des montants. En fait, j'ai trouvé un rapport, du coup, je prépare mon webinaire, j'ai trouvé un rapport qui est sorti en novembre sur justement toutes les aides à la décarbonation. Il y en a 70 différentes. Pour le textile? Non, pour tout, pour une industrie. Ouais. Ou une entreprise d'ailleurs, si tu veux isoler tes locaux, changer ton éclairage, tout ça. Mais en fait, ils disent, la conclusion du rapport, c'est qu'il y en a beaucoup trop, que c'est beaucoup trop compliqué, que tout se marche dessus. Parce qu'en fait, simplifier peut-être. Ils ont refusé d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut pour notre industrie, comment on veut les aider à se décarboner. Donc, la BPI fait son truc, l'ADEME fait son truc, les régions, les CCI, tout ça. Et du coup, il n'y a pas de vision globale. Et du coup, les industriels textiles qui sont petits, ils n'ont pas le temps de faire ça. Enfin, à un moment donné, moi, j'en ai un, voilà, il a 15 salariés. Bien sûr. Si tu veux, au bout de 2 jours de temps de travail complet passé là-dessus, il a dit, tant pis, quoi. Enfin. Mais moi, j'ai une question, parce que du coup, outre les subventions, parce que j'ai plus l'impression, j'aimerais bien avoir ton avis, que en fait il faut se battre contre tout ce qui est importé, qui du coup a aucune contrainte comme tu le disais, et qui est vraiment aucun contrôle et complètement dégueulasse pour l'environnement. Est-ce que c'est pas là où il faut plutôt mais où il faut mettre des barrières et agir, plutôt que, parce que j'ai pas l'impression que ce soit des subventions, parce que si on avait un marché qui se concentrait un peu sur le français, où les gens achetaient français parce que tout le reste n'était pas 10 fois moins cher. Parce qu'ils le font pour les vélos. Moi, il me semble que pour les vélos, il y a quand même le fait que Decathlon arrive à rendre des vélos en France, c'est qu'il y a quand même aux frontières. Après, est-ce que parce que la différence de prix, c'est ça le problème sur le Made in France. L'industrie textile, elle s'est vraiment beaucoup misée sur le Made in France et sur le côté vertueux. Moi, aujourd'hui, on essaye un peu de sortir de ça parce qu'ils sont un peu enfermés dans le Made in France. C'est super le Made in France, parce que ça justifie un coût un peu trop important pour les gens. Non, mais de toute façon, même le social, les gens ils sont beaucoup plus payés, ne serait-ce que ça. Après le qualitatif, on serait pas obligé de faire du aussi qualitatif, mais il se trouve que on mise plus sur les matières naturelles, on utilise un peu moins de matières pétro-sourcées, tout ce qui est polyester, tout ça. J'essaye de les faire sortir un peu du Made in France, parce que le Made in, c'est bien, mais c'est pas non plus gage de, c'est pas parce que c'est fait en France que c'est non plus, c'est impec. Est-ce qu'on pourrait créer un Primark français, par exemple, qui serait capable de créer des vêtements pas chers, avec du matériau, on va dire. En fait, le cœur du problème, c'est effectivement combien tu vas pouvoir mettre sur le marché. Plus t'en mets sur le marché, plus tu vas pouvoir réduire tes coûts. Bien sûr. Donc ça veut dire que si tu sais que tu as derrière 1 million de produits qui vont être vendus, tu vas pouvoir réduire tes coûts. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ok. Bon, donc une industrie qui a besoin
Il y a besoin de quoi là, aujourd'hui de la part de l'État, des subventions, plus de clarté, de plus facilité. De clarté, oui, peut-être un peu moins de discours, quoi. Parce que la réindustrialisation, nous l'avons à toutes les sauces. Hein. Enfin, effectivement, on l'entend énormément. Et nous, on se bat pour faire du recyclage. Nous, c'est vraiment économie circulaire. L'objectif, c'est d'avoir, créer le vêtement, le récupérer et le recycler pour faire du fil. Ouais. Et on repart comme ça. Et ça se fait. On réussit à faire des choses, mais voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est la France. Hein, non, mais c'est mais pour en fait, mettre en place des choses. C'est à l'image de ce que je disais tout à l'heure. Il y a une inertie, quoi, une inertie industrielle, une inertie des gens. C'est très long à se mettre en place. Après, je prêche pour ma paroisse, mais c'est des gens. Ils investissent, ils comptent pas leur temps. Ils ont plein d'idées. Ils travaillent tous ensemble. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire la boucle pour être le plus vertueux possible. Okay. Et puis quand on recycle. Après, ça va faire du fil. On sait que le copain là-bas, lui, il a son usine de filage. Il va pouvoir nous faire derrière du tissu. Et donc tout ça, ils travaillent tous ensemble. Et on a plein d'idées. Et de temps en temps, on a quand même l'impression de se battre contre. Ouais, mais je crois que c'est pas la seule industrie. Hein. Là-dessus, ça va pas te rassurer beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, avec leurs petits bras, essayent de faire bouger les choses et ça bouge. Encore une fois, ça bouge. Ah non, mais moi depuis. Le fait que tu sois là, ce poste-là, avec cette truc-là, c'est que déjà ça bouge. C'est déjà incarné, il y a des actions et tout. Donc. Oui, et puis voilà, pour rebondir sur les camions, j'ai participé à un événement avec la fédération des routiers, et je les ai trouvés tellement avancés dans leur réflexion sur le développement durable, sur l'impact sur le climat, etc. par rapport à nous, justement, parce que nous, on est très made in France, et je pense que pendant longtemps, on s'est dit, c'est bon. Enfin, on a une électricité décarbonée, on fait en France, c'est bon. Hop, ça y est, on a fini. Et en fait, les routiers, ils t'ont dit quoi ? Mais les routiers, ils ont une feuille de route depuis 10 ans. Après, eux, c'est le comment dire ? Le gasoil, c'est le truc. C'est le nerf de voilà, s'il y a pas ça, il y a plus rien, quoi. Donc. Oui, moi, ça m'a ouvert. Je me suis dit, waouh, mais si eux, ils en sont là, mais nous, il faut absolument qu'on y aille, mais beaucoup plus fort, quoi. Ok, bon. Eh ben, en tout cas, on te souhaite beaucoup de courage dans cette mission, et je pense qu'on va peut-être plus acheter du Made in France, même si c'est plus cher, c'est plus qualitatif, en tout cas, quoi. C'est ça. On va continuer avec Clémence, et un peu dans la même lignée de Renault Trucks et tout ça. Tu nous parlais de Mustela, tout à fait. qui a fait un peu le buzz, j'ai envie de dire, avec une annonce assez originale, en tout cas, mais dans l'air du temps. Exactement. Mustela, donc c'est une entreprise qui fait des produits pour bébés. Des crèmes, des lingettes, etc., ce genre de produits. Et ils ont aussi décidé de se lancer dans l'entreprise régénérative, et ils ont également publié une feuille de route. Et la lecture, moi, de cette feuille de route, et puis je me suis penchée un peu sur l'entreprise, là, tout ce qu'ils ont engagé, pour moi, c'est une source d'espoir et d'un modèle d'entreprise à suivre, que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, en gros, la question qu'ils se sont posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une activité économique en accord avec les limites planétaires. Et donc, ils ont passé toute leur gamme de produits sous le prisme de 2 questions. Est-ce que notre produit répond à un réel besoin ? Et est-ce qu'il y répond de la manière la plus sobre possible ? Et en fait, en screenant l'ensemble de leurs produits, ils ont réalisé que les lingettes jetables, c'était pas possible pour être en accord avec les limites planétaires. C'est du tissu, non ? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc très très utile, mais pas cohérent avec les limites planétaires. Du coup, ils ont décidé d'arrêter, et c'est un choix particulièrement courageux quand on sait que ça représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Donc, ils ont décidé d'arrêter à 2027 donc ils ont fait cette annonce, je crois,
l'année dernière ou l'année d'avant, pour se laisser un peu de temps, parce qu'il faut trouver d'autres manières de générer des revenus. Le but, c'est pas du tout de se dire... on coupe d'un coup. Exactement. Et du coup, ils ont une logique assez similaire à celle de Renault Trucks, c'est qu'ils se sont reposé la question de leur raison d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec Mustela ? Et leur raison d'être, c'est accompagner vers une parentalité heureuse. Et du coup, plutôt qu'être dans une logique volumique, c'est-à-dire vendre un maximum de produits, ils sont rentrés dans une logique servicielle, c'est-à-dire développer du service. Et donc, ils sont en train de créer des maisons de parentalité. Et c'est des maisons dans lesquelles des parents peuvent venir pendant toute l'enfance de leurs enfants pour y trouver donc des services, des sages-femmes, des psys, des nutritionnistes, enfin plein de spécialistes autour de sujets de l'enfance. Ils vont pouvoir aussi trouver par exemple des vêtements pour enfants de seconde main qui vont pouvoir louer. Donc en gros, et puis revenir changer comme une sorte de bibliothèque où en fait, hop, je prends pour cet âge-là, puis je ramène et je prends pour l'âge suivant. Des produits en vrac pour leurs enfants, ils vont avoir 2 petites fioles par exemple et qui vont pouvoir remplir de produits Mustela pour plus avoir de packaging. Voilà, et ça c'est un exemple. Que moi je trouve absolument enthousiasmant. C'est ça, d'une initiative qu'ils ont mis en place. Et qui peut inspirer d'autres entreprises, du coup, c'est ça aussi d'être le premier, c'est que on peut faire pas mal d'initiatives, tenter plein de trucs, et après les autres ne peuvent faire que nous copier, quoi. Donc et ils ont même devancé ça, parce que par exemple, ils se retrouvent dans une problématique, c'est qu'ils veulent faire du vrac. Mais pour faire du vrac, en fait, une partie de leurs produits est vendue en parapharmacie, et donc si on n'a plus des produits individuels, il faut avoir des grosses bonbonnes ou des choses comme ça, ce qui prend énormément de place dans les parapharmacies, donc pas facile à vendre. Et du coup, ils se sont dit, ok, il faut qu'on y aille en tant qu'écosystème. Si tous les autres ont les mêmes packaging que nous, par exemple, et qu'on peut tous les remplir au même truc ou vendre nos produits dans les mêmes bonbonnes parce que c'est en vrac, ça marchera mieux. Et du coup, ils ont réussi à entamer cette discussion avec leurs concurrents pour du coup en faire des partenaires et réussir à développer une offre en vrac. C'est canon ça, hein. Et ça donc 2027 2020, donc ça, ce lancement-là, il est déjà fait pour le vrac et pour l'arrêt des lingettes, c'est 2027. Ouais. Ok, super. Mais non, moi, ce que je trouve très cool, c'est quand tu disais qu'ils ont su se poser, se dire pourquoi on fait ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment la question que toutes les entreprises devraient se poser à un moment donné, parce qu'en fait, la croissance, c'est plus tenable juste pour la croissance, en fait. Et de se demander pourquoi on est là, quelle est notre mission en tant que boîte, c'est ultra intéressant, parce que du coup, tu vas engager tous les gens qui travaillent pour toi, tu vas engager tout un écosystème, tu vas aller au boulot avec le smile, enfin, ça entraîne tout ça, tu vois. Carrément. Et du coup, en fait, elles se rendent pas compte du pouvoir que ça va leur amener, parce qu'après, les clients, évidemment, ils vont venir plus vers une boîte comme ça que vers une autre. Donc, en fait, en ouvrant cet espace, je trouve que ça amène que des choses positives. Et au pire des cas, tu te seras posé la question et t'auras avancé, quoi. Ouais, la logique économique court-termiste est très forte encore, hein. C'est ça le problème, quoi, hein. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, hein. Il y a des gens qui vont pas du tout y croire. Ils vont te dire que c'est un truc un peu bisounours et tout. Et sinon, il y a des gens qui effectivement doivent trouver ce courage-là. Est-ce que c'est pas comme nous dans la vie, quand tu te remets en question, soit quand t'as un problème. Mais c'est pas tout le monde. Ouais, pas tout le monde. C'est là où c'est pas tout le monde. Oui, ou alors quand il t'arrive quelque chose vraiment de difficile. Donc c'est ce qu'il faut dire aussi aux boîtes. Faut pas attendre ce moment où c'est difficile. Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont attendre ce truc-là, d'être au pied du mur, et puis l'équipe dirigeante en place s'est dit bon, bah moi je vais faire autre chose, débrouillez-vous. Il y a pas mal de boîtes qui vont faire ça. Mais c'est un très bel exemple. Et il y en a de plus en plus. Je pense que sur les produits pour bébés, moi qui ai 2 enfants qui sont un peu grands maintenant, mais il y a eu toute une époque où c'est vrai que je me suis dit c'est incroyable là, les 3-5 premières années. En termes d'empreinte écologique, c'est monstrueux. Les produits que t'achètes, que tu remets à la poubelle direct, tous ces produits-là. Il y a en plus, après, sans parler de Mustela, mais il y a quelques discussions sur la qualité même du lait qu'on leur donne en poudre, etc. Donc ça ouvre une porte qui est quand même assez grande sur l'accompagnement des familles, sur les petits enfants, quoi.
C'est peut-être, enfin, ces entreprises-là qui sont quand même hyper importantes parce que des produits pour enfants, je pense que, et qui ont peut-être plus la capacité, justement, à réfléchir à leur raison d'être que Danone. Peut-être. Enfin, bon, c'est un mauvais exemple. Oui, mais Ouais, mais regarde, Renault Trucks, ils avaient pas forcément Oui, mais eux, ils savent que si c'est le pétrole qui est touché en premier, s'ils réfléchissent ils voient pas, l'horizon et... eux, ils voient bien le truc, quoi. C'est qu'ils sont touchés directement, quoi. Mais, je vois que l'heure tourne. Je sais pas si on va faire tous les sujets. J'ai vu que Yoann voulait nous parler d'un truc qui me semblait assez drôle. C'était nos amis footballeurs. ça va passer un peu léger à côté. Mais à mais côté c'est de bien ce sujet. pour conclure un peu, tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Ok. Non, moi je voulais parler d'un sujet que Ouais. j'ai vu qui paraît assez anecdotique, mais en fait qui pour moi l'est pas. C'est juste que j'ai vu il y a pas longtemps. Je suis un amoureux de foot quand même depuis que je suis tout petit. Et j'ai vu Un que sport éco-responsable, un sport incroyable. éco-responsable, évidemment. Ouais. Ça dépend comment tu le pratiques, mais il peut l'être. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait l'équipe de France qui avait décidé. Bon, vous attendez pas, c'est pas un scoop non plus. Ils ont pas décidé. Suite au bad buzz qu'il y avait eu quand même il y a quelques mois. C'est pas faux. Où C'est ils étaient allés. Où Mbappé avait ri de manière Ah oui, ostentatoire. C'était même un peu dommage, je trouve, parce que j'aime bien le personnage, mais sur le côté, on y va en char à voile pour faire Paris-Nantes. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait Paris-Nantes en avion. Ouais. On leur avait dit pourquoi vous prenez pas le train, et ils s'étaient foutus de la gueule du journaliste, quoi. Tout à fait, ouais. Très bonne mise en contexte. Et du coup, après, ils se sont dit, bon, on va maintenant, tous les trajets de moins de 3 heures, on va les faire en train. Enfin, en tout cas, en d'autres moyens que l'avion, quoi. Et ça, je trouve ça très cool pour 2 raisons. Ça paraît anecdotique et ça va pas changer le monde, mais je pense qu'il y a vraiment un truc sur lequel on doit bosser, et nous, c'est sur quoi on essaye de travailler. C'est vraiment de rendre tous ces petits trucs cool. Parce qu'en fait, souvent, on nous parle d'écologie punitive, on nous parle d'écologie de ces Khmer, comment ils nous a... Des Khmer verts. Khmer verts. Ouais. Qui veulent embêter tout le monde, Ouais. trouver des termes. C'est la désirabilité c'est ça, en fait. Voilà, C'est, en gros, le but du jeu, c'est rendre tout ça cool. Et en fait, le but du jeu, c'est de montrer aux gens que faire son potager, c'est cool. Prendre le temps pour aller faire le train. Je suis venu en train à Paris dans la nuit, c'était cool, j'ai dormi dans le train. C'est une autre façon de voir les choses. Et puis je pense que c'est vraiment tout ça qu'il faut rendre. Et du coup, on a besoin des influenceurs aussi pour ça. On a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples et comme les footballeurs qui sont les plus grands exemples parce que c'est eux qui traînent le plus de followers, on va dire. Je trouvais ça plutôt cool que même si c'était un peu forcé. Mais comme beaucoup de choses, hein. Et, Comme on va leur tordre le bras petit à petit. Et alors 3 heures, je me rends pas compte que si on vient de Paris, on va jusqu'à où, quoi, parce que ça c'est les gens de Paris qui savent pas où on peut aller à 3 heures. parce que 3h30 c'est Marseille, donc déjà c'est mort, quoi. Ouais, oui, voilà, vois donc ils ont bien calculé. Ah, tu vois, c'est quand même, c'est pour ça que je me dis 3 heures. Oui, tu vas à Bordeaux, Marseille, tu vas à Avignon. tu vas à Bordeaux, tu vas à Avignon. Ouais. Lyon. Est-ce que tu vas pas à Brest, par exemple? Tu vas pas, Tu vas à Nantes. Bon, ils se sont mis une limite quand même, et ils ont joué safe quand même, quoi. Là, mais je suis d'accord avec toi que c'est, au-delà de l'effet d'annonce, il y a un côté d'exemplarité. Et puis, si derrière, après, dans le train, ils se font 2-3 selfies, ils montrent qu'il y a un truc un peu ludique et que c'est un moment aussi. C'est tellement populaire le foot, tout le monde connaît les joueurs et tout. C'est hyper important. Ouais, c'est leur responsabilité. Pour les petits, ouais. Pour les petites évidemment, qui se projettent et qui. Bien voilà, sûr. quoi. Et bon. Non, c'est cool. Après, dans le monde du sport, il y a pas mal de voix qui s'élèvent, des gens qui ne veulent plus participer à des championnats à l'autre bout de la planète. Il y a des champions de ski qui commencent à dire est-ce que c'est tenable encore de faire des championnats alors que on va chercher de la neige ici pour la mettre là. Le monde du sport, de manière générale. Ouais, mais c'est encore des petites voix et genre c'est dans le biathlon ou dans tu vois dans des. Je sens de la condescendance, quoi. Je sens. Pas du tout parce que j'adore tous les sports. Mais le jour où Kylian Mbappé dira, moi je vais pas au Chili parce que parce que mon bilan carbone il va être impacté. Là, on pourra commencer à. Ouais, mais il aura peut-être arrêté le foot d'ici là, quoi. Ouais, il y a quand même pas tant de voix là. J'ai entendu 2 nouvelles qui m'ont halluciné. Ouais, la première, moi, elle m'avait estomaqué. C'était les Jeux asiatiques d'hiver organisés en Arabie Saoudite. Bien sûr. Ça quand même, c'était. Non mais bien sûr, mais on est tous tombés de notre chaise. On a l'impression que c'était un épisode de Black Mirror. On s'est dit non, mais si. Et en fait, il y avait quand même les visions d'architectes avec la piste de ski. Waouh, ah ouais. Donc on y est, quoi. Ah ouais. Il y a ça. Et le deuxième truc, c'était du foot, je crois, mais qui est organisé sur 3 pays. Sur 3 continents. 3 continents. Ouais, c'est ça. Donc les voix dans le sport qui s'élèvent pour dire on n'y va pas. C'est bon. La réflexion que j'ai, moi, par rapport aux JO, par exemple, qu'on a à Paris l'année prochaine, quand même, donc c'est que, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va
construire 5-6 centres de JO partout dans le monde qui sont pérennes, qui ne bougent plus, et qu'en fait, les gens ils vont aller sur ces trucs-là, et en fait on centralise, et en fait chacun sur son continent. Ouais, exactement, on capitalise sur un lieu où en fait c'est fait, il y a plus cette espèce de grand raout qui en plus stresse tout le monde. Quoi. À Paris, j'ai l'impression qu'il y a plus de stress qu'autre chose de se dire on va organiser ça chez nous. Enfin voilà, c'est un peu la réflexion. Je me dis mais peut-être qu'on va être obligé, parce que arrêter les événements mondiaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très climato-conscients qui vont dire de toute façon oui, parce qu'en fait c'est tellement un impact écologique, tous les gens qui se déplacent, ça va pas être possible. Donc ça va être compliqué d'arrêter ça. Mais comment est-ce qu'on imagine ça différemment? Ils iront pas en train en 3 heures, mais en tout cas... Non, mais c'est un bon point, t'as raison. Hein, parce que pour un pays, pour 4 ans, construire 12 stades qui vont finalement pas être utilisés parce que l'économie derrière... Et puis qui sont... après c'est c'est de l'urbex, quoi. Tu vois, c'est des trucs qui sont gagnés par la nature, et après les gens, c'est vraiment ça, quoi. Très bien. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces échanges de qualité. C'est toujours un plaisir. Donc je rappelle Yoann Lafont qui est je vais dire à la tête, je sais pas, mais en tout cas on est un collectif. Et... Donc pour Studio Jumonji qui font des projets à impact dont Gaia Connect. Voilà. Si vous cherchez un mentor, si vous cherchez quelqu'un qui vous accompagne, vous connectez sur Gaia Connect. Clémence Michel donc avec Rivage qui accompagne les entreprises, les dirigeants, mais pas que les salariés sur on va dire la compréhension du vivant, l'économie, l'entreprise régénérative, pardon, c'est dur à dire. Donc si vous avez commencé un petit peu votre réflexion à l'échelle de votre entreprise et que vous voulez aller un peu plus loin, Clémence et Thibaut sont là pour vous accompagner. Et donc Sophie qui représentait l'UIT, donc l'Union des industries textiles. Donc voilà, si vous faites si vous êtes une industrie textile, a priori vous connaissez Sophie, ou en tout cas maintenant vous avez mis un visage sur un nom, et elle peut vous accompagner dans toutes vos démarches, puis en compréhension en tout cas de qu'est-ce qui est possible de faire, les subventions, etc. Voilà. Écologique. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi Stratégie Climat, et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci Mickaël. Au revoir.